Bonjour auditeurs et auditrices, vous écoutez La Ville en pratique, votre émission sur les villes, l'architecture et l'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui c'est l'heure d'une petite revue de presse, ça fait un moment. On va parler de plusieurs choses, on va parler d'environnement, comment la super municipalité de Taichung essaie de mettre en avant son utilisation de la technologie pour améliorer l'impact environnemental de ses projets. On va essayer de décortiquer ça. On va parler d'esthétique et de construction architecturale on va revenir rapidement sur le pont de Dajang à Taipei. On va aussi parler de nouvelles d'art contemporain et de construction dans un parc culturel. Et on va aussi évoquer quelques réalisations architecturales, notamment dans de l'immobilier. Allez, on commence tout de suite. Le magazine Commonwealth vient de publier un article qui met en avant comment le bureau de la protection environnementale de la super municipalité de Taichung utilise la technologie pour réduire l'impact environnemental de ses projets de construction. Alors là où c'est savoureux, et c'est pour ça que je parle de cet article, c'est parce que c'est signé par ce même bureau de la protection environnementale, et donc on va essayer de voir un petit peu comment cette communication se fait, pour essayer de mettre comment ce bureau de l'environnement essaye de vendre ses mérites par lui-même dans une publication quand même très très qualitative et malheureusement on n'aura pas l'occasion de demander à Tianxia, donc le magazine Commonwealth, pourquoi ils acceptent des publics communiqués aussi, à mon sens, borderline. En préambule de l'article, il est présenté que Taichung s'est transformé en métropole moderne qui allie dynamisme industriel, qualité de vie et infrastructures urbaines de qualité. Une transformation qui s'est fondée sur des importants projets d'infrastructures et des zones de réaménagement urbain. Et la question qui se pose, c'est comment Taichung doit mettre en place ces cadres institutionnels nécessaires pour orienter le secteur de la construction vers des pratiques durables. Alors là, pour le coup, la question est intéressante et allons voir un petit peu comment ils y répondent. À quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on évoque Taichung? Peut-être sa 7e zone de réaménagement, une silhouette pittoresque au Centre international des congrès et d'exposition de Taichung, le seul à Taïwan à avoir obtenu la certification de bâtiment écologique de niveau diamant. Musée-bibliothèque écologique à Taichung, ce genre de grands bâtiments publics réalisés au cours des dernières années. En tout cas, on comprend dans l'article, l'objectif pour la super municipalité, c'est de mettre en avant le renforcement des contrôles de la pollution sur les chantiers de construction. Une ville moderne dotée d'un secteur industriel dynamique, c'est comme ça qu'elle se présente. Sauf que la dispersion de poussière, le ruissellement des eaux ou encore les émissions de véhicules sur ces chantiers affectent forcément l'environnement. Effectivement, quand on construit un bâtiment, quand on fait du neuf, on peut avoir des impacts écologiques. Mais si vous écoutez certaines émissions et si vous vous intéressez un petit peu à la construction, vous pouvez voir qu'en construction beaucoup plus durable, en faisant appel à des écomatériaux, on peut naturellement réduire l'impact et préserver la qualité de vie des habitants. Alors là, le Bureau de la protection de l'environnement a mis en avant l'objectif de renforcer les normes sur les chantiers, taux de couverture du sol nu qui recule de 80 à 85% pour les grands chantiers, de 50 à 80 pour les petits, selon les estimations, une politique qui permet de réduire les émissions de particules fines d'environ 61 tonnes par mois, pour ce que ça veut dire, sauf qu'il n'y a pas la comparaison avec les émissions avant et après, est-ce que ça représente un gros pourcentage. La construction, moteur essentiel du développement urbain, c'est comme ça que c'est mis en avant. Effectivement, à Taïwan, les super municipalités construisent énormément, refont la ville sur elle-même. Et Taïwan aura bien du mal à s'arrêter de construire, sauf en changeant radicalement de modèle de développement urbain. Les principales sources de pollution mises en avant, c'est les travaux d'excavation, l'utilisation d'engins de chantier qui produisent des particules fines et qui affectent directement la qualité de l'air. En plus de ça, il y a le bruit, les vibrations qui sont générées par les chantiers, et puis les eaux de ruissellement, on l'a dit, qui proviennent des chantiers. Si elles ne sont pas filtrées par des bassins de sédimentation, de rétention, elles vont provoquer l'envasement des réseaux d'égouts et la dégradation des écosystèmes aquatiques. Bref, une véritable catastrophe si rien n'est pris en compte au fur et à mesure. Mais le titre de l'article importait vraiment sur l'utilisation de la technologie pour essayer de suivre un petit peu l'impact de ces chantiers. De manière générale, c'est présenté comme ça, l'ampleur croissante des travaux de construction dans la ville a incité la super municipalité à réévaluer son modèle réglementaire et à adopter des technologies pour renforcer ses outils, des drones déployés pour effectuer des inspections aériennes qui viennent pallier les angles morts de la surveillance au sol, des systèmes de détection de poussière basés sur l'intelligence artificielle qui envoient immédiatement des notifications de mesures correctives, avec donc des outils avec plus de 200 capteurs de qualité de l'air installés, ainsi que des caméras de vidéosurveillance, des sonomètres installés sur les 100 plus grands chantiers de la ville, ce qui constitue ainsi un réseau complet de surveillance environnementale. Bon,
Ce sont des normes renforcées. Est-ce que la technologie suffit à changer l'impact des chantiers, on va dire, dans l'usage? On ne change pas finalement la source, comment sont réalisés ces chantiers, leur intérêt, etc., etc. On est quand même vraiment dans le traitement très administratif et très bureaucratique finalement de l'impact des chantiers sur la construction de la ville et sur l'impact écologique que ça peut avoir. Taichung espère aussi compter sur la volonté des porteurs de projets. Il cite TSMC qui, dans le parc scientifique central de Taïwan, par exemple à Taichung, eh bien, exploite d'immenses systèmes de purification d'air et crée des zones d'amélioration de la qualité de l'air grâce à la plantation massive d'arbres. Eh bien, la municipalité encourage les promoteurs à aménager des espaces verts autour des chantiers, transformant ainsi la perception qu'en a le public. C'est comme ça que c'est présenté. Considérer voilà, certains chantiers comme arides et disgracieux, là, en demandant de planter des arbres, on va venir verdir un petit peu la ville. Par contre, la question qui se pose, et c'est souvent ça dans le cadre de grands projets, quand on demande à des porteurs de projets de planter des arbres, rien ne garantit, sauf réglementation assez stricte, l'entretien, la préservation, le maintien dans le temps, ou même la qualité de ces espaces, et puis multiplier les petits espaces verts à droite à gauche, histoire de faire du greenwashing, n'a jamais renforcé l'intérêt et l'impact que peut avoir un très grand parc en centre urbain. Parfois, il vaut mieux dessiner une emprise foncière avec un magnifique parc et des continuités écologiques, plutôt que d'avoir des arbres et des haies plantés par-ci par-là avec très peu d'intérêt écologique pour la faune et la flore. Et notamment, on voit souvent des espaces un petit peu de haies très taillés, très entretenus, très sales. Bon, est-ce que c'est ça qui va faire la qualité de l'environnement dans une ville? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, je trouvais ça intéressant de venir mettre en avant cette autopromotion, on va dire, de la super municipalité de Taichung. On va passer sur un article de Taiwan Panorama maintenant, qui parle du pont de Danjiang, nouvelle porte d'entrée esthétique du nord de Taïwan sur le monde, merveille architecturale sans précédent. Il y a des vidéos, des photos. On vous a largement parlé de ce pont qui relie Danshui à Bali dans le nord de Taïwan, qui a été officiellement ouvert à la circulation. Et je vais juste vous mettre le lien sur la page de cette émission de manière, encore une fois, à aller voir les images, puisqu'effectivement, tout le monde en a fait des caisses sur ce pont. Effectivement, ça devient un nouvel élément de la skyline de Taipei, au cœur de la ville, pratiqué par de nombreux habitants, et qui permet justement de circuler et de relier deux morceaux de berge et de gagner du temps sur les transports. Et c'est aussi présenté comme un chef-d'œuvre sans pareil, irremplaçable, avec un projet visionnaire de Zaha Hadid, architecte. C'est quand même intéressant de voir que ce pont est une vraie fierté, en tout cas mis en avant comme tel, avec cette prouesse technologique, architecturale, dont on a beaucoup parlé sur la radio, au moment de la promotion de ce pont et de l'ouverture. Mais c'est aussi une fierté, je pense, de voir un architecte aussi connu que l'agence de Zaha Hadid Architecte, avec feu Zaha Hadid, et bien de voir une géante, une agence géante de l'architecture signer un bâtiment aussi emblématique. Et effectivement, ça a été une vraie célébration et un moment de grande consécration pour l'architecture taïwanaise. On reste sur un article de Taiwan Panorama. Le nouveau foyer artistique de Pingdong, un entrepôt d'une usine à tabac, devient un monument culturel dans le sud. Là, encore une fois, je vous envoie sur la page de cette émission. On est dans l'entrepôt numéro 14 d'un complexe historique de base culturelle qui prend la place sur des anciennes entrepôts et usines de tabac à Pingtung, donc dans le sud du pays, et qui est devenu un musée d'art qui a ouvert ses portes le 28 mars 2026. Ça fait partie du parcours culturel formé par le Centre des Arts de la Seine de Pingtung. Une bibliothèque principale, il y a une base culturelle et constitue désormais un maillon important du grand projet de musée du gouvernement local qui poursuit ses efforts antérieurs pour en ouvrir la voie à l'intérieur. Bon, l'idée ici, rien de vraiment très original par rapport à ce qu'on peut trouver à peu près partout à Taïwan. Les anciens édifices ont un peu partout dans chaque comté super municipalité été reconvertis dans des espaces d'exposition culturelle et artistique. La question de transformer une usine de tabac, c'est déjà fait ailleurs. Ça permet de faire vivre du patrimoine local, de lui redonner vie, et puis de maintenir des bâtiments et de raconter un petit peu l'histoire de Taïwan à l'époque où le monopole du tabac était détenu par le gouvernement. Donc c'est toujours encourageant de voir que le patrimoine vit de cette manière-là, avec tout de même des travaux faits pour moderniser et rendre ça très concret. On a des vitres qui sont colorées, qui sont réajoutées, ça donne un petit peu de vie et ça égaye un petit peu l'intérieur. Il y a des grands murs blancs qui vont avec cette espèce d'ambiance de boîte blanche que recherchent les musées, qui est positif et négatif, ça a des bons et des mauvais côtés. Il y a aussi des tuyaux extérieurs qui sont peints,
ce qui n'est pas sans rappeler un certain clin d'œil à un musée parisien, vous savez, Beaubourg avec ses grands tuyaux aussi. Et bien là, on y a des clins d'œil légers et discrets, un escalier central en plein milieu qui permet de circuler dans l'exposition, qui est rouge, d'un rouge vif, et presque d'un rouge Ferrari, qui est très impressionnant dans cet ensemble blanc et qui vient marquer un élément emblématique de l'ensemble. Je vous envoie voir les détails. Par contre, pour ce qui est de l'exposition, je ne me permettrai pas de juger, car c'est toujours l'enjeu à Taïwan dans ces espaces culturels. Qu'est-ce qu'on fait de ces grands édifices? Qu'est-ce qu'on fait de ces constructions quand ils sont avec ces grands espaces d'exposition? Est-ce qu'on est capable de les remplir? Ça, la question reste entière et ce sera le temps qui y répondra. On termine avec un dernier article de e-Architect. C'est un magazine qu'on trouve en ligne qui présente un penthouse, le penthouse sculpté à Taipei, Taïwan. C'est comme ça que c'est vendu dans l'article. C'est un projet qui a été lauréat du prix du jury des architectes A+ Awards 2026 dans la catégorie intérieur résidentiel de moins de 3000 mètres carrés. Et c'est un duplex de 230 mètres carrés à Taipei transformé en refuge sculpté, calme, continu, façonné par la lumière et les matériaux et la circulation spatiale. C'est un bien magnifique qui utilise qui de l'extérieur ne doit pas être vraiment visible quand on se promène dans Taipei, puisque déjà on est en penthouse, donc on est tout en haut, et donc du sol on risque de ne pas le voir. Et ce que j'aime particulièrement dans ces photos, c'est que ça utilise énormément de matériaux, on va dire, naturels, ou en tout cas qui ont un petit peu d'âme. On a des traces de briques, on a des éléments de bois, de bambou, etc. On va marier comme ça, on affirme vraiment l'utilisation des matériaux, des grands espaces ouverts avec des tons beige, bois magnifiques, mais du travail aussi sur du béton, pourquoi pas, des formes de béton qui font presque penser à du béton ciré. Et ici, on a un appartement très très luxueux, déjà c'est immense, et puis qui tout de suite envoie une impression presque de musée, voire de bureau de qualité. Les photos sont superbes, la salle de bain avec les vues qui s'ouvrent sur la skyline de Taipei est exceptionnelle. Le travail aussi des angles qu'on peut trouver, qui sont parfois volontairement arrondis et courbés pour venir casser peut-être cette impression de bloc qu'on peut trouver dans les bâtiments très standardisés, industrialisés pour gagner du temps dans la construction. Et bien là, ici, on a certaines rondeurs, notamment dans les marches d'escalier. On a des rondeurs aussi dans certains murs. On a des ouvertures d'un étage entre la partie duplex et la partie la plus basse, qui sont aussi volontairement arrondies, qui ne sont pas découpées avec des angles droits, ce qui vient rajouter aussi du cachet et beaucoup de caractère à cet ensemble. Et puis dans des espaces comme le salon, on a des grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur un balcon avec un abri de soleil, ce qui est magnifique, une idée formidable, puisqu'en fait à Taïwan, encore une fois, la chaleur est l'un des plus gros problèmes peut-être à gérer dans le bâtiment. Et bien ici, avec cette impression-là, on a énormément de lumière qui rentre, mais avec tout cet ensemble, cette espèce de préau qui continue au-dessus de ces grandes baies vitrées, on a un balcon qui est toujours à l'ombre, et donc un intérieur qui est aussi ombragé. Ça peut parfois être un problème pour certaines personnes, sauf que là, dans un pays comme Taïwan, c'est une excellente idée d'avoir de l'ombre qui vient venir casser la lumière directe du soleil. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous envoie vers les articles pour aller voir les images des différents projets dont on a parlé. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique. À bientôt.